Aujourd'hui, nous allons parler de la motricité humaine et notamment nous allons essayer de comprendre l'organisation de cette motricité au niveau du système nerveux. Et bien qui dit motricité dit mouvement et comme l'a déjà dit Sherrington en 1924, le mouvement représente la principale activité de l'homme. Cette activité est réalisée à travers un organe effecteur principal qui est le muscle. En effet, en se contractant, le muscle permet de rapprocher ou d'éloigner différents segments du corps, lui permettant ainsi de bouger. Les conséquences de ce mouvement vont être très variables selon la localisation et l'intensité de l'action des muscles mis en cause. Ça peut aller du simple fait de parler jusqu'à abattre des arbres ou détruire complètement une forêt. Sir Charles Sherrington est un neurophysiologiste britannique très connu dont les travaux très importants sur la compréhension du fonctionnement du neurone lui ont valu le prix Nobel physiologie-médecine au début des années 60. La motricité ou l'activité motrice a beaucoup fasciné scientifiques et chercheurs, artistes aussi, tout au long de l'histoire. Dans cette diapo, vous remarquez que de nombreuses sculptures ont essayé de capturer l'homme en mouvement, comme ce magnifique discobole de Miran représentant un athlète en pleine activité de lancer de disque lors des Jeux olympiques, ou encore cette sculpture contemporaine de Peter Jensen qui représente un homme en pleine activité de course. Les scientifiques d'antan ont également beaucoup essayé d'approcher ou d'essayer de comprendre comment notre corps arrive à bouger. Pour ce faire, ils utilisaient ce qu'on appelle la technique de chronophotographie qui consiste à prendre des photos rapprochées de différentes séquences d'une action en cours et de les mettre côte à côte dans l'ordre chronologique pour essayer de comprendre un petit peu comment les segments bougent et quelle est comme une chorégraphie, la chorégraphie de ce mouvement-là, quels éléments bougent avant ou après les autres. Cette technique est encore d'actualité aujourd'hui, notamment dans certains instituts sportifs qui permettent aux sportifs de haut niveau d'essayer d'approcher un petit peu l'évolution de leur corps tout au long d'une séquence motrice pour qu'ils puissent par la suite apprendre de leurs erreurs et se concentrer sur la réalisation parfaite de l'action. Avec les moyens dont ils disposent aujourd'hui, les moyens très performants, les scientifiques ont fait de l'analyse du mouvement une science à part, tout aussi complexe que fascinante. En effet, avec les caméras qui captent des récepteurs placés sur le corps, des plateformes de force sur lesquelles on marche, des électrodes qui peuvent donner à un instant T l'état de contraction de chaque muscle impliqué dans l'activité, on fait ce qu'on appelle l'analyse quantifiée de la marche qui nous a permis de comprendre comment l'organisme peut exercer un mouvement d'un point de vue biomécanique avec des degrés précis de mobilité de chaque articulation et de chaque segment du corps l'un par rapport à l'autre. Beaucoup plus que ça, les scientifiques d'aujourd'hui ont fait des avancées incroyables dans la compréhension de l'organisation de la commande motrice au niveau du système nerveux, notamment grâce à l'avènement de ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle, l'IRM fonctionnel ou le PET scan ou encore la MEG ont permis d'illustrer ou de mettre en évidence les zones cérébrales qui vont s'activer de façon plus ou moins intense lors de la réalisation d'un mouvement précis et donc illustrant l'implication de ces zones dans ce mouvement. Avant d'aller plus loin, mettons-nous d'abord d'accord sur les objectifs du cours qui représentent quand même la base des questions d'examen. Donc à la fin de ce cours, vous devriez être capable de reconnaître les différents niveaux d'organisation de la motricité humaine, d'expliquer les différents niveaux hiérarchiques de la commande volontaire,
de décrire le réflexe myotatique. Il est très important celui-là. Il faut expliquer son intérêt en clinique et donner éventuellement une application en pathologie. Il faut être capable d'expliquer l'interaction entre le mouvement volontaire et involontaire et notamment la notion de parallélisme d'action entre les deux. Et enfin, citer les principales pathologies humaines en rapport avec les perturbations de la motricité. Alors, volontaire ou involontaire? Généralement, la motricité humaine est une action volontaire, c'est-à-dire que je ne fais le mouvement, je ne bouge quelque chose que si j'ai déjà décidé de le faire. Donc ça émane d'une réflexion consciente qui se localise au niveau du cerveau et donc au niveau de la tête. Cependant, nous avons tous déjà vu des animaux qui, après avoir perdu la tête, qui ont été égorgés, les pauvres, qu'ils arrivent à se redresser quand même et à faire quelques pas. Il s'agit là d'un mouvement, certes, mais qui ne pourrait émaner d'une conscience ou d'une volonté, puisque la tête n'y est plus et la tête supporte quand même le cerveau qui est à la base de la conscience et de la volonté. Mais avant de rentrer un petit peu dans ces questions de qu'est-ce qui vient de la volonté et qu'est-ce qui ne l'est pas, parlons déjà de la voie finale commune de cette motricité, c'est-à-dire essayons déjà de comprendre, de faire un petit rappel sur le fonctionnement du moteur de la motricité. Il s'agit bien sûr de l'unité motrice. L'unité motrice regroupe un effecteur qui est le muscle ou la fibre musculaire, mais aussi l'élément qui va apporter ou qui va commander le conducteur qui va conduire la machine qui est le muscle. Ce conducteur-là va être la cellule nerveuse ou le motoneurone, notamment le motoneurone alpha. L'unité motrice, en fait, regroupe un motoneurone et l'ensemble des fibres musculaires qui l'innervent, car un motoneurone peut innerver plusieurs fibres musculaires. Et le point de jonction entre chaque terminaison nerveuse et la fibre musculaire correspondante représente une synapse assez particulière qu'on appelle la plaque motrice. Donc on a déjà dit que l'unité motrice est constituée de deux éléments. Le premier élément, directeur, ou qui ramène l'information nerveuse, qui ramène l'ordre de bouger, c'est le motoneurone. Il s'agit d'un neurone moteur spinal puisque son corps cellulaire est logé au niveau de la corne ventrale de la moelle épinière. Son axone va longer la racine ventrale et puis va continuer au niveau du nerf moteur correspondant jusqu'au muscle. Cet axone peut être très lent et peut atteindre jusqu'à 1 mètre de longueur selon la destination finale. Sa terminaison, elle se fait au niveau d'un bouton synaptique dans la plaque motrice, zone de jonction avec la fibre musculaire, le neurotransmetteur de la plaque motrice et l'acétylcholine, vous le savez déjà. Le motoneurone alpha est sous l'influence des autres neurones qui vont moduler son activité, ils vont soit l'activer, soit l'inhiber selon la situation. Donc, il est sous l'influence du motoneurone pyramidal, qu'on appelle aussi le premier motoneurone, ça on va le voir un peu vers la fin. Le neurone sensitif afférent, avec lequel il va y avoir le circuit réflexe, et puis les différents interneurones médulaires qui sont aussi impliqués dans la régulation de l'activité du motoneurone. Le deuxième élément constitutif de l'unité motrice est bien sûr l'effecteur musculaire qui va réaliser le mouvement. Ce muscle va se contracter et en se contractant, il se raccourcit, entraînant le déplacement des segments osseux sur lesquels il est inséré. On compte quelques 700 muscles striés au niveau de l'organisme qui, en se contractant de façon très régulée, vont permettre à l'organisme de réaliser des mouvements plus ou moins complexes. Si on veut aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du muscle, là vous avez sur cette figure, en guise de rappel, les
le faisceau musculaire est constitué d'un ensemble de fibres musculaires, chaque fibre musculaire étant une cellule musculaire qui est très longue, selon la longueur du muscle en entier. Cette fibre contient des myofibrilles ou myofilaments qui sont de deux types, des filaments d'actine et des filaments de myosine, dont le glissement des uns par rapport aux autres va être responsable du raccourcissement de la longueur du sarcomère et par conséquent de la contraction musculaire. Cette contraction musculaire va se dérouler selon des étapes assez précises, commençant par l'arrivée du potentiel d'action qui voyage tout au long du motoneurone alpha jusqu'à la jonction neuromusculaire et va être responsable de la libération de l'acétylcholine, qui va se fixer sur ces récepteurs postsynaptiques et entraîner une libération massive du calcium contenu dans le réticulum sarcoplasmique. En présence de calcium, il va y avoir une exposition des sites de fixation de la myosine sur les filaments d'actine. Une fois ces sites clairement mis à nu, en présence d'une molécule d'ATP, chaque tête de myosine va se fixer sur les sites correspondants sur le filament d'actine et va entraîner un mouvement de la tête de myosine va plier et va entraîner avec elle le filament d'actine, le déplaçant vers le centre du sarcomère, entraînant ainsi un raccourcissement et par conséquent une contraction musculaire. Pour vraiment bien se rappeler de ce mécanisme-là, je vous invite à regarder cette belle vidéo réalisée par le McGraw-Hill Company. Cette vidéo est certes commentée en anglais, mais rien que la beauté de la réalisation des schémas va vous expliquer plein de choses.
Voilà, maintenant je pense que vous avez déjà tout compris sur le mécanisme de contraction musculaire et comment elle arrive à nous obtenir le mouvement que nous étudions aujourd'hui. Mais est-ce que c'est tout? Bien sûr que non. Maintenant, ce qu'on a vu jusque-là, c'est uniquement l'aboutissement final du processus moteur. Mais comment arrive-t-on à déclencher tout cela? Parlons d'abord de la composante volontaire du mouvement ou le contrôle cérébral de cette motricité. Eh bien, quand je vois cette pomme et que je veux aller l'attraper, il s'agit là d'un mouvement que j'ai décidé de façon consciente. Donc il s'agit là d'un mouvement volontaire qui émane de mon cerveau et donc il va être contrôlé par les voies corticospinales descendantes. Ce contrôle volontaire ou ce contrôle cérébral du mouvement volontaire répond à une hiérarchie descendante se faisant par différentes étapes. La première étape étant, bien sûr, l'intention, c'est-à-dire la prise de décision d'agir ou de ne pas agir selon ce qu'on ressent, selon l'état intérieur du moment. Prenons l'exemple suivant. Vous remarquez cette pomme sur une étagère en passant. Eh bien, nous avons déjà dit dans des cours précédents sur les systèmes sensoriels que le cerveau reçoit l'information du monde environnant à travers les organes de sens. Ici, il s'agit de la vue qui vous a permis de remarquer cette pomme. Après, vous allez analyser cette information et décider selon votre état d'intérêt ou de désintérêt, selon votre état de faim ou de satiété, selon l'envie que vous avez ou pas de cette pomme. À ce moment-là, vous allez décider d'une action, soit d'aller chercher cette pomme, soit de la laisser tranquille là où il a été. C'est ce qu'on appelle l'intention de faire une action. Cette décision d'agir va avoir lieu au niveau d'une structure spécifique du cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal dorsolatéral. Les patients ayant une lésion au niveau de cette zone-là, notamment dans le cadre d'un traumatisme crânien par exemple, même s'ils n'en souffrent d'aucune paralysie, ils peuvent être incapables de prendre une décision d'agir. Ils souffrent de ce qu'on appelle l'apathie du syndrome frontal. Il s'agit d'une personne qui peut rester toute la journée devant la télé et être incapable de prendre l'initiative ou de prendre la décision de faire l'action. Elle va rester là 3 heures à ne rien faire assise dans son fauteuil jusqu'à ce qu'une personne de la famille ou de l'entourage vienne lui demander de se lever ou d'aller faire quelque chose et à ce moment-là, elle va s'exécuter, mais elle ne prendra pas la décision toute seule. Une fois la décision de l'action est prise, on passe à la deuxième étape sur l'organisation hiérarchique. Il s'agit de la planification. La planification consiste en 2 étapes. D'abord, la sélection du but. Supposons que je n'ai pas vu qu'une pomme, mais j'ai vu 2 pommes, une grande et une petite. Il va falloir, maintenant j'ai déjà décidé d'aller en chercher une, mais il faut en choisir laquelle. Et là encore, ça va dépendre de mon degré de faim ou de l'intention que j'ai c'est-à-dire l'intention de l'utilisation que j'ai prévue pour cette pomme. Ou bien, par exemple, je vois cette pomme dans un panier avec d'autres fruits, des bananes, pourquoi pas, hein. Alors il va falloir prendre la décision de quel fruit il va falloir choisir, sachant que déjà l'intention d'en prendre un a été prise. Donc là, on est juste dans ce qu'on appelle la sélection du but qui constitue la première étape de la planification. On a choisi le but, maintenant il va falloir planifier l'effecteur. Je vois cette pomme dans cette position sur la table à ma gauche, comment je vais la prendre? Avec ma main droite ou avec ma main gauche? Et si ma main gauche est occupée avec un téléphone ou je ne sais quoi,
avec quoi je vais la prendre et si les deux mains sont occupées, qu'est-ce que je vais faire dans chaque main pour pouvoir la prendre. Là, il s'agit de ce qu'on appelle la sélection de l'effecteur. Dans une expérience célèbre, on avait demandé à des personnes d'aller chercher la tasse sur la table en la prenant par son anse ou son oreille. Eh bien, on a remarqué que lorsque l'anse était orientée à droite, on allait la chercher avec la main droite, et lorsque l'anse était plutôt orientée à gauche, on allait la chercher à gauche. On dit alors que c'est l'objet qui sélectionne la main, c'est-à-dire qu'on va planifier un mouvement mettant en jeu le membre ou la main qui va correspondre à l'orientation optimale de l'objet. Par contre, chez les sujets souffrant de lésions frontales, ils vont pas forcément adapter l'effecteur, c'est-à-dire l'une des deux mains, à la position préalable, au positionnement préalable de la tasse, c'est-à-dire que dans leur planification, il y a eu des erreurs dans la sélection de l'effecteur. Cette planification a lieu dans une zone différente du cortex frontal et qu'on appelle le cortex prémoteur. Les lésions de ce cortex prémoteur vont être responsables de troubles de planification tels que celui qu'on vient de voir. La troisième étape maintenant va être la programmation de la séquence motrice qui consiste à déterminer le programme moteur adéquat pour atteindre le but. Ceci revient à dire déterminer quel muscle il va falloir stimuler, dans quel ordre, etc. Ce programme va dépendre bien sûr du but à atteindre, donc il va falloir analyser ce but comme sa taille, sa forme, sa localisation, son poids, pour après sélectionner le programme adéquat qui va adapter l'approche et la saisie aux caractéristiques de l'objet qu'on cherche à saisir. On va déterminer les muscles à stimuler. Par exemple, là, il va falloir contracter le triceps pour étendre le coude, les extenseurs du poignet, les fléchisseurs des mains, des doigts plutôt, pour les mettre en position adaptée à la forme sphérique de l'objet, etc. Donc, il va falloir aussi déterminer l'ordre de contraction de chaque muscle par rapport à l'autre, mais aussi l'intensité de cette contraction. Supposons par exemple que cette pomme était finalement faite en papier, le fait de la serrer trop fort va l'abîmer. Donc, on va adapter l'intensité de contraction des fléchisseurs des doigts qui vont se fermer sur la pomme en fonction de sa consistance préétablie ou préanalysée euh, avec le but par les systèmes sensoriels. Là, juste en guise d'exemple, pour faire une tartine de beurre, il va falloir un petit peu déterminer tous ces éléments-là dans le programme moteur qui est à réaliser en préalable avant même de lancer l'exécution de la tâche. La programmation, quant à elle, se fait dans une zone encore différente du cortex frontal qu'on appelle l'aire motrice supplémentaire. Eh bien, la lésion de cette partie-là du cortex frontal peut être responsable de certaines formes d'apraxie, c'est-à-dire lorsque la personne est incapable de mettre en place un programme moteur adapté à l'action. Enfin, une fois on a eu l'intention, la planification, le programme moteur est prêt, on passe à l'exécution du mouvement qui consiste à l'activation maintenant successive et contrôlée des ordres de contraction musculaire préétablis dans le plan qu'on appelle aussi le programme moteur. Cette exécution nécessite bien évidemment l'intégrité des voies de la motricité descendante, à savoir les faisceaux corticospinaux et les faisceaux pyramidaux, qui vont transporter l'ordre d'exécution jusqu'au niveau de l'effecteur, à savoir l'unité motrice, qui commence par le deuxième motoneurone. L'exécution est lancée évidemment au niveau du cortex moteur primaire,
situé au niveau de la circonvolution frontale ascendante. Ce qu'il faut savoir de cette aire motrice primaire, c'est qu'elle a une organisation très particulière, une organisation somatotopique assez euh, spécifique où chaque zone corticale correspond à une partie du corps, à un muscle précis ou à un certain nombre de muscles. La taille de chaque représentative de chaque organe au niveau de cette frontale ascendante, au niveau de l'aire motrice primaire, est corrélée à la taille ou au degré d'utilisation de la motricité au niveau de cet organe-là, réalisant ce qu'on appelle l'homunculus moteur, que vous voyez là modélisé un petit peu selon la taille que chaque effecteur ou que chaque partie du corps représente sur le cortex moteur. Cette organisation précise qu'on appelle somatotopie est aussi respectée tout le long du voyage des voies descendantes, notamment au niveau des cordons antérolatéraux de la moelle épinière, où il y a une organisation spécifique, les fibres destinées aux muscles proximaux étant plus vers le dedans et celles destinées aux muscles distaux et plus vers le latéral. L'exécution arrive jusqu'au niveau, c'est-à-dire l'ordre moteur qui voyage tout au long du premier motoneurone arrive jusqu'au niveau de la plaque motrice, excusez-moi, jusqu'au niveau de l'unité motrice, où le premier motoneurone va faire synapse avec le motoneurone alpha au niveau de la corne antérieure de la moelle pour lancer l'action musculaire qu'on a vue tout au début du cours. De façon très schématique, l'exécution motrice va passer par deux neurones. C'est une voie très rapide et très précise. Le premier motoneurone ou le motoneurone pyramidal, dont le corps cellulaire est situé au niveau du cortex cérébral de la frontale ascendante ou du cortex moteur primaire. Son axone va descendre verticalement, va croiser la ligne médiane au niveau du bulbe, ce qu'on appelle la décussation pyramidale, puis va aller s'articuler au niveau de la corne antérieure de la moelle avec le deuxième motoneurone, M2, ce qu'on appelle aussi le motoneurone alpha, qui lui va donner l'ordre de contraction aux muscles. L'interruption du premier motoneurone au niveau de son axone descendant, c'est-à-dire toute lésion au niveau de la voie corticospinale, va résulter en ce qu'on appelle le syndrome pyramidal en pathologie, qui va être responsable d'un déficit de la commande volontaire. C'est une paralysie qui n'est pas due à une atteinte de l'effecteur, mais plutôt à une atteinte de la commande motrice. Par contre, l'interruption au niveau du deuxième motoneurone va être responsable d'un syndrome qu'on appelle neurogène périphérique ou d'une paralysie périphérique qui n'émane pas d'une perturbation de la commande, mais plutôt d'une perturbation de l'exécution de l'ordre moteur. De façon très schématique et pour résumer, la hiérarchie de l'action volontaire passe par différentes étapes. D'abord l'intention, ensuite la planification, la programmation et l'exécution qui va aboutir à l'action. L'intention émane des états internes de l'individu. La planification dépend du contexte. Donc, il va y avoir une sélection du but et une sélection de l'effecteur, bien sûr, selon l'environnement où on se trouve. La programmation va essayer de prendre en considération toutes les contraintes externes dans la réalisation de ce mouvement. Et puis, l'exécution, quant à elle, va devoir par la suite s'adapter à toutes les perturbations qui vont survenir en cours de route. Les supports anatomiques de ces étapes hiérarchiques de la commande volontaire sont d'abord le cortex préfrontal, le cortex prémoteur, l'aire motrice supplémentaire, le cortex moteur primaire et enfin
la moelle épinière par laquelle sort l'ordre de contraction. Là, on a un peu fait le tour de la hiérarchie d'organisation de la commande volontaire, donc de la commande consciente et donc du mouvement volontaire.